L'âge pivot est-il vraiment définitivement enterré? On en parle avec Xavier Timbaud. Bonjour Xavier. Bonjour David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors on refait un petit point pour ceux qui étaient ce week-end dans un bunker. On a un Premier ministre qui a fait un pas vers les syndicats réformistes en retirant donc ce chiffon rouge, l'âge pivot de 64 ans dès 2022 de manière progressive, mais c'est pas sans contrepartie quand même, il faut le rappeler. Le Premier ministre qui dit, voilà, il y aura cette conférence de financement, les partenaires sociaux devront trouver des mesures d'équilibre, et ça pour le coup il n'a pas lâché, équilibre du système en 2027. Ce qui veut dire que si les partenaires sociaux ne réussissent pas à trouver un cocktail de mesures pour arriver à l'équilibre, eh ben, l'âge pivot, il peut revenir, s'il est sorti par la porte, il peut revenir par la fenêtre, il ne s'appellera pas l'âge pivot, mais voilà, il n'est pas définitivement enterré. Ah bah, donc vous avez la réponse à votre question. Non, mais je pose la question. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Hein. Vous avez une opinion. Bon. Alors, il n'est pas définitivement enterré. Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Bon, d'abord... Parce que la CFDT crie victoire, ça y est, c'est la fin de l'âge pivot. Bon, bah, c'est quand même une concession qui a été faite par le gouvernement. Ça, c'est indéniable. Ouais. En tout cas, il va être retiré du texte. Donc, il n'est peut-être pas enterré, mais il est retiré du texte. Pour l'instant. Alors, ensuite, il y a une deuxième chose qui est... Édouard Philippe a réaffirmé, en particulier hier soir sur France 2, son attachement à la question de l'équilibre du système de retraite. Il n'a pas lâché là-dessus. Il n'a pas lâché. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas... Peut-être que Emmanuel Macron lâchera là-dessus. Et qu'à ce moment-là, Édouard Philippe se retrouvera un peu pris en... Oh là là, on n'en est pas là, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Bah, on n'en est pas là, ça va aller vite à partir de maintenant. Donc, Mais il reste 3 mois, encore une fois. Il a fait une concession, le Premier ministre, mais de l'autre côté, il y a comme une concession qui est faite aussi de la part des syndicats et de Laurent Berger, qui ne voulait pas entendre parler d'équilibre en 2027, qui dit maintenant, bah, il faudra trouver des solutions pour qu'il y ait un équilibre. Chacun fait un peu un pas vers l'autre. À ceux qui disent encore une fois que c'est seulement une victoire pour la CFDT, c'est vrai, elle en avait fait un préalable, mais ce n'est pas pour autant une défaite du Premier ministre, qui lui, encore une fois, n'a pas cédé sur, pour l'instant, cet équilibre du système en 2027. Hein. Alors, après, il faut parler un petit peu du fond, si vous voulez bien, parce que, alors, bon, il y a d'abord la question de l'équilibre. L'équilibre, effectivement, bon, qui était initialement en 2025, là, qui est repoussé à 2027. Ouais. Il n'en voulait pas au départ, Laurent Berger. Non, il n'en voulait pas au départ. Et puis, il y a quand même, dans le texte de loi, l'idée selon laquelle la question de l'équilibre sera ajustée avec un horizon de 5 ans. Ouais. Ce qui est un horizon assez court, c'est plus court que le cycle économique, et donc ça pose un certain nombre de questions. Et ça pose un certain nombre de questions sur les leviers qui seront mobilisés pour ça. Alors, la fin de l'âge d'équilibre ou de l'âge pivot... Ah oui, parce que vous avez raison. Non, mais il a raison. L'âge d'équilibre, attendez, dans le courrier du Premier ministre, pour l'instant, donc, on a compris, exit l'âge pivot. Mais il parle d'âge d'équilibre. Je lis le Premier ministre, âge d'équilibre qui servira de référence individuelle aux assurés pour qu'ils partent avec un niveau de pension adéquat. En clair, c'est-à-dire que l'âge pivot, on parle de 2037, hein, l'âge pivot est devenu l'âge d'équilibre. Il faut m'expliquer, je n'ai pas compris ça. Alors, mais personne n'a compris en fait. Et donc du coup, il faut mais la CFDT ne s'en offusque pas. Il faut interpréter un peu tout ça. Alors pourquoi elle s'en offusque pas? D'abord parce qu'il y a une petite nuance qui ne vous a pas échappé entre l'âge pivot et l'âge d'équilibre. Non, mais justement, tout ça m'a échappé. C'est que l'âge d'équilibre s'applique aux générations nées après 75, alors que l'âge pivot devait s'appliquer à toutes les générations. Bon, ça j'avais compris. Bah oui, mais c'est quand même une grosse nuance quand même. Et surtout, ça ouvre la porte à une chose qui est l'idée de l'âge pivot, parce que c'était un dispositif qui était quand même assez explicite, était que c'était le même âge pour tout le monde, donc non seulement ceux qui rentrent dans le système, ceux qui n'y rentrent pas, dans le nouveau système à points, mais aussi, en fait, quelle que soit votre carrière, quelles que soient vos annuités, quel que soit vos trimestres, quelle que soit la pénibilité, quel que soit je ne sais quoi, c'était le même âge pivot qui s'appliquait. Alors, c'est une mesure qui visait à réduire un certain nombre d'inégalités face à la décote et à la surcote, en particulier pour les femmes qui avaient tendance, qui ne bénéficiaient de la surcote qu'à partir de 67 ans, et donc là, qui auraient bénéficié d'une surcote à partir de 64 ans. Mais qui pénalisait ceux qui ont commencé à travailler tôt. Qui pénalisait ceux qui commençaient à travailler tôt. Alors, bon, l'âge d'équilibre, disons qu'on peut en faire une lecture en disant c'est une notion qui va être d'âge pivot individualisé, d'âge pivot à la carte. Voilà, mais ça change beaucoup de choses en fait, un âge pivot à la carte, parce que pour le coup, cet âge pivot à la carte, disons que c'est une notion qui va être définie en moyenne, et donc qui sert à l'équilibre du système de retraite en moyenne, mais qui ne dit rien sur quelle catégorie il va s'appliquer. Et là, pour le coup, c'est quand même une ouverture vers les syndicats en leur disant « Ok, on admet cette individualisation, cette différenciation de l'âge d'équilibre, l'âge pivot, par un certain nombre de critères qui restent à définir. Bon, on voit à peu près les critères qui vont arriver. Après 2037.
après 2037, donc c'est dans assez longtemps, sans toucher les personnes qui sont aujourd'hui dans le système de retraite. Donc c'est une espèce de... Donc c'est pour ça que ça couine pas. De clause du grand-père. C'est pour ça que ça couine un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ouverture. C'est-à-dire sur le fond, c'est pas juste... je l'enterre pour mieux le ressortir dans quelques années, de façon inéluctable, puisqu'il y a cette possibilité de le différencier, et ça peut changer beaucoup de choses. Voilà. Après, implicitement, ce que les syndicats acceptent, c'est de dire, dans les équilibres futurs, dans la façon d'ajuster l'équilibre du système de retraite, dans le futur, on ne jouera pas sur le taux de cotisation, on va essayer de ne pas jouer, c'est pas aussi clair que ça, sur le niveau des pensions. Et donc, du coup, la variable qui servira à l'ajustement sera l'âge de départ à la retraite, individualisé, collectif, en moyenne, qui s'applique à tout le monde ou pas. Bon, tout ça est très flou, mais en gros, c'est en gros le schéma de compromis vers lequel on se dirige. On voyait le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. C'est intéressant parce qu'il dit qu'on ne pourra pas couper une mesure d'âge. Il dit dans le cocktail de mesures... Roux de Bézieux, il est d'une limpidité parfaite. C'est-à-dire que lui, il dit, vous faites ce que vous voulez tant que vous n'augmentez pas les taux de cotisation. Et le coût du travail pour les entreprises. C'est-à-dire les taux de cotisation. Qui est la ligne d'ailleurs du gouvernement aussi. Voilà. Donc vous n'augmentez pas les taux de cotisation, vous faites ce que vous voulez, et moi je suis d'accord avec tout ce qui n'augmente pas le taux de cotisation. Donc du coup, après... l'allongement de la durée de cotisation, ça serait de 42 aujourd'hui année à 44,5 ans pour retrouver l'équilibre, ce qui est inacceptable évidemment pour la CFDT. Ce qui est dur à avaler pour la CFDT, ce qui est dur à avaler pour beaucoup de syndicats. Oui. On sera obligé ou pas de passer aussi, dans le cocktail de mesures, par une mesure d'âge, comme dit le patron du MEDEF? Oui, on sera obligé de passer par une mesure d'âge, ça c'est sûr. Après, toute la question, c'est de savoir, est-ce que cette mesure d'âge, elle va s'appliquer de la même façon à tout le monde? De manière uniforme? Il y a 10 ans d'espérance de vie de différence entre, à peu près 10 ans d'espérance de vie de différence entre un cadre et un ouvrier. Pour moi, c'est 5, mais je pense que 10, il est un peu fort. Là. Bon, ok. Il y a des différences d'espérance de vie suivant le revenu qui sont aussi assez considérables. Voilà. Du coup, dire j'applique le même âge pivot indépendamment de votre espérance de vie, c'est quelque chose qui serait profondément injuste. C'est pas un problème de syndicat. Donc, selon vous, il y aurait une mesure d'âge? Et donc, il y aurait une mesure d'âge, mais il faut que cette mesure d'âge, elle soit différenciée. Alors, c'est assez complexe de la différencier correctement, mais on est face à un problème qui est quand même majeur et massif, c'est-à-dire que ces différences d'espérance de vie, c'est pas rien, et en termes de justice, c'est extrêmement important, qui font que, oui, il y a quand même un fondement à pouvoir les différencier et à arriver à quelque chose qui probablement sera acceptable par les syndicats, et de dire à ce moment-là, si c'est différencié et que c'est différencié en prenant en compte ces caractéristiques d'espérance de vie très différentes, il n'y a pas de raison de ne pas accepter globalement une mesure d'âge. Ouais, mais qui sera insuffisante. Il y aura besoin, on entend bien ce cocktail de mesures. Il y a une floraison d'idées des uns et des autres. On a Laurent Escure de l'UNSA qui dit on relèverait le taux de CRDS de 1 point au-delà de 2024 alors que la CRDS devait s'éteindre. On entend plein de choses. On entend Laurent Berger qui parle ce matin d'une contribution sur les hauts salaires, les 2,8 points. On pourrait l'augmenter, je ne suis pas sûr que ça rapporte beaucoup, mais ça serait une mesure de plus. Le fait de taper dans les fonds de réserve des retraites, soi-disant il y aurait 33 milliards, sans compter ce qui est déjà affecté par ailleurs. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut imaginer quand on écoute les uns et les autres. Après, il faut se mettre d'accord. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas tant de choses que ça, parce que toutes les pistes que vous citez sont des pistes qui sont, bon, à part les 1 point de CRDS, qui effectivement risquent bien de jamais s'éteindre une fois que la CADES aura fini de rembourser, et donc là il y a effectivement entre 15 et 20 milliards d'euros qui peuvent servir à financer... Une partie déjà est censée aller à la CRDS, oui. À la dépendance. Me disait oui, parce que alors là, vous avez tout à fait raison, ça c'est quand même une autre question, c'est qu'effectivement dans cette histoire des retraites, il y a la question de la dépendance qui est un risque supplémentaire qui est en train de monter dans la protection sociale et qui va coûter assez cher dans le futur, et donc effectivement la question de son financement se pose, et évidemment ça rebondit un petit peu sur la question de la retraite, avec l'idée qu'on ne peut pas avoir un financement généreux de la dépendance et des retraites qui explosent de l'autre côté. Mais ceci étant dit, en dehors de cette dimension-là, les mesures que vous citez, c'est des mesures où on est en dessous d'1 milliard de recettes possibles. Donc ça veut dire quand même que s'il y a 12 milliards à trouver et que toutes ces mesures, c'est en dessous du milliard, ça va pas être une partie de plaisir, encore une fois, cette conférence de financement. Rien ne dit que tout ce petit monde réussira à se mettre d'accord. Là où ils n'ont pas réussi depuis ça fait 2 ans que ça palabre. Personne n'a réussi à se mettre d'accord. Là, en 3 mois, il faut trouver des solutions. Il y a quelque chose dans le système de retraite à points qui coûte très très cher, qui est l'indexation des pensions sur les salaires. Ah, voilà. Qui est présenté comme une avancée par le gouvernement. Ok, c'est présenté comme une avancée, mais ça coûte très très cher.
Pour le coup, c'est sûr que c'est une avancée pour les générations futures, parce que ça ne s'appliquera pas aux générations avant 75. Donc c'est une avancée pour les générations futures. Mais voilà, ils ne votent pas ces jours-là. Donc c'est pas le sujet pour 2027, ces cas-là. Dans les 12 milliards de financement, il n'y a pas... Non, ce n'est pas le sujet pour 2027. Moi, je vous parle des 12 milliards. Encore une fois, je pense que le plus dur reste à venir dans cette conférence. Ce n'est pas tout à fait le sujet pour 2027, mais ça pourrait l'être. Parce que si vous gagnez des milliards au-delà de 2027, vous pouvez dire le déficit en 2027, il finira par disparaître tout seul. Il n'y a aucune raison de dire en 2027, il faut que les comptes soient parfaitement équilibrés. Il y a consensus maintenant là-dessus. Hein. Il y a consensus, on va voir. Hein. Je veux dire, dans cette conférence, il peut sortir des choses. Le cadre qui est ouvert aujourd'hui, on ne peut pas garantir qu'il n'ira pas au-delà là où je veux en venir, dans la Xavier, recherche de financement. Il reste 1 ou 2 minutes, c'est que il n'est pas impossible, on ne va pas imaginer le pire, mais cette conférence de financement des retraites mène à une impasse, encore une fois. Et derrière, on a cette phrase du gouvernement qui dit, du Premier ministre, je prendrai mes responsabilités si tout ce petit monde-là ne se met pas d'accord. Ça rappelle quoi? Le scénario assurance chômage. Exactement. Oui. Là, pour le coup, pour les indemnisations, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et derrière, c'est le gouvernement qui a appliqué sa méthode. Alors, il a dit, je prendrai mes responsabilités à l'aune aussi des propositions faites par la conférence. Donc, c'est pas sûr que l'âge pivot revienne exactement de la même façon, mais il peut revenir parce que on n'est pas sûr qu'il y ait. Non, mais c'est un risque. Même pas une impasse. C'est un risque qui est peut-être parfaitement calculé, en particulier par le gouvernement, en se disant en plus le mouvement social, il va s'éteindre. Voilà, là il y a une concession du gouvernement, l'ouverture d'une phase de négociation et de concertation qui est appelée par tout le monde. Et puis si ça échoue, il y a peu de raisons que le mouvement social reprenne. Il n'est pas mort, cet âge pivot, c'est ça qu'on veut dire. Il y reviendra différemment, mais il n'est pas mort. Alors, il n'est pas mort. Je pense quand même qu'il a pris... En l'état. Il a pris un petit coup dans l'aile dans sa définition homogène qui s'applique à tout le monde. Uniforme. De façon uniforme. Et que s'il doit ressurgir de la boîte, il sera dans une version un peu plus hétérogène et adaptée, avec un gros lifting. Voilà, je pense qu'on l'appellera même plus comme ça, à mon avis. Il y aura un changement de nom. Oui, mais ça, les noms, c'est pas le plus difficile à trouver. Ça, c'est vrai. Bon, merci en tout cas. Explication signée Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci David.